Bien, merci Sophie, merci à toutes et tous d'être présents. Oui, j'ai regretté ce titre un peu lourd peu de temps après l'avoir proposé, mais c'était trop tard. Mon idée, là, c'était vraiment d'essayer de clarifier cette notion de mouvement de pensée, compte tenu du thème du colloque sur le mouvement. L'idée était donc de voir quel usage Guillaume fait de cette notion et en quoi il y a quelque chose de particulier dans l'œuvre de Guillaume dans ce concept de mouvement. Alors, je vais procéder de la façon suivante. Je vais d'abord faire une partie, on va rester un peu dans la philosophie, mais pas Kant, justement, qui est des choses assez différentes, parce que donc, dans le premier temps de mon propos, ce que je souhaiterais, c'est pas tellement entrer dans des détails précis, comme l'a fait Olivier Soutet, mais simplement poser à l'origine de ce colloque l'idée que le concept de mouvement, c'est quand même beaucoup plus qu'un déplacement dans l'espace. C'est ça l'idée que je voudrais illustrer à partir de trois exemples, pas pris au hasard, Aristote, Bergson, et puis dans la troisième partie, je parlerai de phénoménologie plutôt contemporaine, Michel Henry, Renaud Barbaras. Donc, avec cette idée, ce fil directeur, qu'on va essayer de penser le mouvement d'une manière au-delà donc, du simple déplacement dans l'espace. On verra chez Aristote comment ça se produit. Il y a une conception du mouvement beaucoup plus large que le mouvement local. Et puis, à partir de Bergson, il y a vraiment l'idée que la notion de mouvement est absolument fondamentale dans la vie humaine en général. Bon. Ensuite, et ça c'était le point de départ de cette réflexion, je vais essayer de clarifier l'emploi de différents termes qui apparaissent dans l'œuvre de Guillaume, qui tous renvoient à cette idée de processus, voilà, construction, mouvement, geste, opération, genèse, etc. Bon, on a l'impression, une fois qu'on a dit que la linguistique de Guillaume est une linguistique, disons, processuelle, on a l'impression que tous ces termes sont un peu équivalents. Ça n'est pas le cas, je vais essayer de vous le montrer en utilisant, j'en parlais il y a un instant, la base de données, une base de données vraiment complète de l'œuvre de Guillaume, qui n'est pas encore disponible, mais qui va l'être bientôt. À partir de là, j'essaierai de vous montrer que mouvement de pensée en particulier, a un statut, c'est pas la même chose, Guillaume ne l'emploie pas de la même façon que construction ou que opération. Et puis, enfin, dans le temps qui me restera, parce que bon, tout ça est un peu ambitieux pour le temps qui est disponible, j'essaierai de donner quand même quelques exemples un peu concrets des emplois de l'expression mouvement de pensée, ce qui est en particulier dans le problème de l'article, donc dans le premier livre de Guillaume, parce qu'il apparaîtra dans l'exposé que finalement c'est vraiment là que c'est au départ de sa réflexion, dans son premier texte, que Guillaume met en place ce concept de mouvement de pensée, là où il l'utilise beaucoup, et en fait aussi à la toute fin de sa carrière dans les dernières années. Et puis je terminerai en essayant de montrer différents types de mouvements de pensée chez Guillaume, et de vous montrer que finalement la thèse que je vais essayer de défendre d'un point de vue de linguistique théorique, c'est qu'il y a une sorte de... Si j'arrive à vous convaincre du fait que les termes de mouvement, construction, opération, tout ça, ne sont pas utilisés au hasard, mais en même temps, Guillaume ne les théorise pas explicitement comme des concepts de son appareil théorique. Donc il y a sans doute quelque chose comme une sorte de théorisation implicite, naïve, spontanée, donc une théorisation qui ne s'assume pas comme telle à partir de là. Et ça peut être intéressant. Bon, alors je commence donc avec, la notion générale de mouvement et avec Aristote. Bon, ce qui est trois petites choses pour Aristote, bon, je ne suis pas du tout spécialiste, mais je me suis appuyé sur des textes de philosophes spécialistes. D'une part, il y a tous les commentateurs s'accordent sur l'idée que c'est à partir d'Aristote
qu'on commence à avoir une véritable pensée du mouvement, parce qu'antérieurement, du côté des présocratiques, d'Héraclite, etc., tout est mouvement. Donc il n'y a pas de science possible du mouvement, hein, avec Aristote. Et puis ensuite, il y a bien sûr un deuxième moment très important à partir de Galilée et puis toute la mathématisation du mouvement. Mais c'est avec Aristote qu'on commence à penser le mouvement, à classer, à avoir des catégories de mouvements, etc. Donc il y a quand même ça qui est un point important à noter. Deuxième point important pour les guillaumiens, il y a cette phrase très célèbre dans la physique d'Aristote, puisque pourquoi c'est dans la physique? Parce que pour Aristote, la définition, vous voyez, je crois que je l'ai mis ici, c'est le propre des êtres de la nature que d'être en mouvement. C'est une citation de Pierre Aubanque qui était professeur ici d'ailleurs. Donc ça caractérise les êtres vivants en fait, hein. Et la physique, c'est de cela qu'elle traite chez Aristote. Donc on a cette citation célèbre dans la physique: le mouvement est l'acte de ce qui est en puissance en tant que tel, c'est-à-dire le mouvement, c'est le passage de la puissance à l'acte. Et en fait, c'est évidemment extrêmement guillaumien cette notion, mais on n'a pas forcément l'idée que ce passage, enfin chez Guillaume c'est assez explicite quand même, mais ce passage de la puissance à l'acte, c'est théorisé déjà comme un mouvement chez Aristote. Et puis ensuite, il y a la classification des mouvements. Alors vous voyez, bon là, il y a une petite complication terminologique, hein. Il y a plusieurs termes utilisés par Aristote pour parler du mouvement, en particulier kinésis et métabolé. Et bon, il les emploie d'une manière plus ou moins indifférente à certains moments, et à d'autres moments, il y a une différenciation où métabolé désigne plutôt le changement et kinésis le mouvement. Mais vous voyez que d'une manière générale, la théorisation du mouvement, c'est non seulement le mouvement selon le lieu, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle ordinairement le mouvement dans les usages courants de ce terme, mais il y a aussi l'aloiosis, donc le mouvement selon la qualité, donc la modification, l'altération, je ne sais pas moi, quelque chose qui rouille, c'est du mouvement, hein. Et puis le mouvement selon la quantité, la croissance, ou selon la décroissance, donc par exemple quelque chose qui grossit ou qui diminue, c'est du mouvement. Et enfin, il y a la métabolée, donc avec le passage du non-être à l'être et de l'être au non-être, donc ça c'est un petit peu à part. Et puis bon, tous ces mouvements-là correspondent à ce qui se passe, donc après il faudrait resituer tout ça bien sûr dans la cosmologie d'Aristote, mais ça se passe dans le monde sublunaire, donc notre monde à nous, et puis après il y a des mouvements circulaires, immobiles un peu, qui correspondent à l'énergie parfaite, mais ça nous intéresse beaucoup moins. Alors, voilà un premier point donc, sur un premier élargissement de la notion de mouvement. Alors maintenant, chez Bergson, c'est quand même très intéressant, et j'insiste un tout petit peu parce que je me suis rendu compte quand même, en préparant cet exposé, que quand même Guillaume est très bergsonien quand même, hein. Il l'a lu, ça c'est sûr, il le cite, je vais donner quelques citations, et il y a quand même, quand on regarde un peu de près, quand on relit certains textes de Bergson, il y a quand même des choses très... On sent que Guillaume a lu ça et on a retiré quelque chose. Bon, pour rappeler un peu les bases, hein, ce que les spécialistes, encore une fois, hein, je me suis appuyé sur des spécialistes, moi je ne suis pas du tout spécialiste de Bergson, mais on a quand même un certain nombre d'auteurs français qui connaissent très bien. L'idée de base de Bergson, c'est que le temps, ce n'est pas de l'espace, hein. En gros, c'est ça, c'est l'idée qu'on a tendance à spatialiser le temps naturellement, à considérer que le temps, il y a des choses avant, des choses après, et que c'est une spécialisation, mais qu'en réalité, il y a quelque chose qu'il va appeler donc la durée, qui est une sorte de globalité, et que ce temps qu'on découpe en moments, c'est quelque chose qui est le résultat de l'intelligence, c'est-à-dire de l'intelligence humaine qui est dans l'action, qui réagit, qui a besoin de s'adapter à son milieu, etc. C'est un produit de l'intelligence, le temps de la physique, etc. Mais il y a l'intuition, au-delà de l'intelligence, d'une certaine façon, ou en deçà, qui, elle, est capable de percevoir vraiment la durée et donc le mouvement. Alors, la durée, elle est même dans les choses, hein. Vous voyez cette citation, c'est donc que les choses elles-mêmes durent et durent d'une manière analogue à la manière dont je dure moi-même. Donc finalement, le mouvement chez Bergson, c'est une espèce d'opérateur qui permet de relier l'être au monde, hein, aussi. Alors bon, je ne vais pas lire toutes les citations, mais vous voyez, par exemple la deuxième, là, comment amener l'esprit humain à renverser le sens de son opération habituelle à partir du changement et du mouvement
envisagé comme la réalité même, et à ne plus voir dans les arrêts ou les états que des instantanés pris sur du mouvement. Hein. Donc on a bien cette idée que le mouvement est quelque chose de fondamental. Bien. Alors, il y a cet exemple célèbre pour percevoir ce que c'est que le mouvement, que la durée, l'exemple de la symphonie, de la musique, hein, où on voit bien que quand on perçoit une musique, quand on écoute une musique, on n'écoute pas des notes les unes après les autres, mais on a une perception globale d'un moment musical, et donc c'est ça la durée chez Bergson. Bon. Alors, Guillaume bergsonien, voyez un peu ces deux citations, hein, donc, où Bergson est explicitement cité. Il suffit de confronter sur la figure portée au tableau ce qui a été fixé en résultat par la chronothèse de subjonctif et par celle d'indicatif pour avoir une idée exacte de ce qui a lieu dans le temps opératif, celui tout à fait concret, vécu pour employer ce terme bergsonien. Alors ça évidemment, c'est assez précieux parce que le temps opératif, vécu, hein, chez Guillaume, vécu. Donc ce n'est pas juste une abstraction. Alors vécu, il faut l'entendre, peut-être pas tout à fait dans un sens phénoménologique, mais en tout cas, il y a quelque chose de réel, hein, c'est ça l'idée. Et ensuite, qu'on reprenne, après avoir constaté cette structure de la catégorie du nombre, les travaux de Bergson sur le mouvement et sur l'impuissance de l'intelligence à s'installer dans la mobilité, c'est ce que j'essayais de vous résumer tout à l'heure, hein. L'intelligence humaine n'arrive pas à accéder au mouvement, à la durée en tant que telle. Elle ne perçoit que le temps parce qu'elle a besoin de spatialiser le temps d'une certaine façon. Et donc qu'elle découpe en instant d'immobilité, on fera la découverte que le philosophe n'a rien dit de plus que ce que pratique toute langue, etc. Donc là, il y a une critique avec cette idée que Bergson aurait dû aller plus loin dans sa réflexion en entrant dans les langues, mais on a mouvement dans la langue, interception immobilisante dans le discours. C'est patent, hein, que Guillaume a lu Bergson. Et je reviens maintenant à Bergson. Voilà un exemple, une phrase là que j'ai mise en rouge. Le sens qui est moins une chose pensée qu'un mouvement de pensée. Hein. Le sens qui est un mouvement de pensée. La phrase est dans Bergson, hein, dans les articles publiés dans La pensée et le mouvement. Donc, moi, je pense quand même qu'il y a quelque chose là vraiment qu'a lu Guillaume. Alors maintenant, dernière ouverture philosophique sur le mouvement. Alors là, on va voir vraiment que même du point de vue ontologique, il y a l'idée que la vie humaine, c'est du mouvement, hein, et qu'on peut construire toute une philosophie sur cette idée. Alors, chez les phénoménologues, tout vient de Patočka, donc Husserl, etc., et donc qui a défendu une idée, une thèse des trois grands mouvements fondamentaux de l'existence. Bon, passons, ce n'est pas tellement ce qui m'intéresse, mais vous voyez, c'est le premier à avoir bien tiré de la phénoménologie husserlienne l'idée que la vie est mouvement, lié au mouvement, le mouvement est corporel, et donc il y a chez les phénoménologues, et on voit ça aussi chez Merleau-Ponty, que je ne vais pas tellement utiliser ici, mais cette idée que le mouvement est un concept qui va nous permettre de relier la vie et le corps. Hein, il y a une corporéité du mouvement. Et ça va être important pour nous dans les analyses ensuite. Donc, il y a deux auteurs qui ont exploité Patočka pour développer une phénoménologie de la vie, c'est Michel Henry et Renaud Barbaras, et pour ça, je me suis appuyé sur un article de Anne de Varieux qui a comparé vraiment, parce que ce sont deux perspectives complètement différentes, hein, mais voyez ces citations, la vie n'est pas, elle advient et ne cesse d'advenir, cette venue incessante de la vie, c'est son éternel parvenir en soi, lequel est un procès sans commencement, un mouvement. Hein. Et puis, de même, chez Barbaras, la vie doit être comprise en son fond comme mouvement. Donc, voilà, là, on est vraiment dans des orientations philosophiques où le mouvement est ontologiquement placé comme quelque chose qui est fondamental dans la vie. Et puis, bon, bah, voilà, là, j'ai pris d'autres citations, cette fois-ci, qui ne viennent pas de l'article de Varieux, mais qui viennent d'un article de Barbaras sur la phénoménologie de la vie, qui donne toujours la même idée, hein, le mouvement dans l'espace en vue de la satisfaction des besoins renvoie lui-même à un mouvement plus fondamental en quoi consiste finalement la vie. Bref, on trouve toutes sortes de choses. J'ai même vérifié que ce n'était pas un moment, parce que vous voyez, les citations étaient un peu anciennes, là, de 2008,
Bon, mais il a été invité à la chaire Gilson, cette année, en 2025. Barbara, c'est dans la présentation de ses conférences, il reprend cette idée que l'être du corps, alors là c'est sur le corps, c'est pas la vie, mais l'être du corps n'est pas substance mais mouvement. Bon. Alors, qu'est-ce que je tire de tout cela comme bilan? C'est que d'abord le mouvement ne se réduit pas au mouvement spatial externe, que c'est quand même important de prendre en considération le mouvement vécu et pas simplement le mouvement comme déplacement d'un mobile dans l'espace, qui a quelque chose de fondamental pour la vie humaine, le rapport entre puissance, acte et mouvement, le temps opératif comme mouvement vécu, comme temps vécu, et puis donc l'influence de Bergson. Donc, là, j'ai évoqué tous ces points parce qu'on est au tout début du colloque et on va avoir toutes sortes de communications qui vont aborder l'un ou l'autre des mouvements impliqués dans l'activité langagière, un mouvement bucco-phonatoire. Éventuellement, ça, on n'a pas trop de communication sur ce sujet, mais le mouvement des ondes acoustiques, la gestualité coverbale, les gestes des langues des signes, les gestes de l'écriture, les mouvements de pensée, les mouvements de la diachronie. Bon, donc, tout cela mérite donc d'être pensé dans la perspective d'un concept de mouvement beaucoup plus général que le mouvement dans l'espace. Alors maintenant, ça va aller relativement vite, je vous montre un peu les résultats d'exploration du corpus guillaumien à partir de ces notions. Alors d'abord, quand on regarde sur l'ensemble du corpus, c'est très clair en termes de nombre d'occurrences que mouvement est beaucoup plus employé que les autres. Donc, quand on prend mouvement tout seul, c'est vraiment un terme qui est très très fréquent chez Guillaume. Pour faire une comparaison, vous voyez, j'ai regardé sur mon corpus, c'est l'équivalent d'un PDF de 8620 pages. Bon. Et il y a 4000 occurrences. Autrement dit, vous voyez, quasiment le terme mouvement apparaît en moyenne une page sur deux. C'est énorme. Et quand on regarde, j'ai pris juste au hasard, j'avais regardé chez Meillet aussi, c'est la même chose. Donc ça représente 46% du texte, en gros, chez Guillaume. C'est 6% chez Benveniste, vous voyez, par exemple, quand on prend les problèmes de la musique générale. Donc ce concept de mouvement, il est suremployé vraiment chez Guillaume. Donc c'est pas, enfin, je veux dire que si on devait justifier le thème de ce colloque par quelque chose, au moins là, c'est justifié par au moins des données quantitatives. Alors, quand on compare, donc j'ai utilisé Handconc là pour avoir une espèce d'approximation sur l'ensemble des textes. Donc, on voit que c'est plutôt, donc, c'est très approximatif comme mesure. Mais bon, on voit que c'est au début et à la fin. 1919, c'est la date donc, du problème de l'article. Et puis, vers les dernières leçons, là, je n'ai pas pris les toutes dernières parce que ça posait un problème technique, mais on a le mouvement au début et à la fin. Quand on regarde mouvement de pensée, alors mouvement de pensée, ça apparaît beaucoup plus dans le problème de l'article que partout ailleurs. Construction, eh bien, construction apparaît. Là, je ne vais pas en parler trop en détail, mais j'ai fait un article récemment sur construction chez Guillaume, mais bon, ça apparaît surtout à partir de 1945 dans l'architectonique du temps et autour de la conceptualisation de la chronogénèse, etc. Donc, ce n'est pas du tout la même chose, ça n'apparaît pas au même moment que mouvement de pensée. Et puis, les autres sont extrêmement sporadiques, opérations, gestes, jeunesse, c'est très anecdotique. Alors maintenant, quand on regarde d'un peu plus près les co-occurrences, quand vous mettez mouvement, quand vous cherchez mouvement sur Handconc, c'est simple, il y a un paquet d'occurrences de, je ne sais plus, 180, etc., qui sont mouvements de pensée. C'est ce qui apparaît au début. Le mouvement, chez Guillaume, c'est d'abord mouvement de pensée. Quand vous mettez construction, ce n'est pas du tout la construction de pensée, c'est construction de la langue. Donc déjà, si on devait avoir un argument pour essayer de voir si construction est mouvement, même si la construction peut être pensée comme une sorte de mouvement, Guillaume ne l'emploie pas de la même façon. Pour opération, alors on voit bien que opération, ça marche aussi vraiment comme mouvement. Opération, c'est très fréquemment une opération de pensée chez Guillaume. Donc il va falloir clarifier un petit peu la relation entre mouvement de pensée et opération de pensée.
Et puis alors après, geste, vous voyez, il n'y a aucune régularité. Hein. C'est très sporadique, il n'y a pas de pensée du geste approfondie chez Guillaume. Sauf, alors, je donne quand même cette petite citation-là, que j'ai. Il y a du reste dans la parole même, dans les intonations, les articulations de la parole, une part qui est de la nature du geste. Donc là, il y a une petite intuition intéressante, mais qui n'est pas mise en œuvre d'une manière approfondie dans l'œuvre de Guillaume. Bon, Genèse, c'est pareil. Si, alors Genèse, c'est surtout Genèse de la formation, mais c'est du mot, etc., de la construction, mais ça reste très irrégulier. Et processus aussi. Bon, donc le bilan de cette première exploration, enfin de cette exploration, c'est que le terme de mouvement est clairement celui qui est le plus souvent employé, au début et à la fin de l'œuvre, et construction est aussi très fréquent, mais ça ne marche pas tout à fait de la même façon et ça se stabilise à partir de temps et verbe. Disons que construction, dans le problème de l'article, c'est employé pour parler d'une construction verbale, mais pas dans un terme, dans un sens donc tout à fait ordinaire, quoi, comme pas du tout avec cette idée d'une genèse de la construction. Et ça apparaît à partir de temps et verbe et ça se stabilise dans l'architectonique. Et puis, mouvement et opération sont très proches. Alors, maintenant, regardons de plus près, pour terminer, la notion de mouvement de pensée. Alors, j'ai d'abord voulu voir si mouvement de pensée au XXe siècle, ça s'utilisait beaucoup. Et en fait, j'ai regardé sur Frantext, il n'y a presque rien. Je vous donne juste deux petites occurrences. Merleau-Ponty, l'acquis n'est vraiment acquis que s'il est repris dans un nouveau mouvement de pensée. Bon, voilà. Et puis Camus, hein, qui critique une formulation de Marx où apparaît la notion de mouvement de pensée. Pour moi, le mouvement, alors c'est mouvement de pensée ou de la pensée, ici c'est mouvement de la pensée, n'est que la réflexion du mouvement réel, transporté et transposé dans le cerveau de l'homme. Et Camus considère que cette définition n'a aucun sens et on ne peut pas comme ça faire venir le réel dans l'esprit aussi simplement. Bon. Il y a quand même un auteur, j'ai trouvé, chez lequel il y a quelques occurrences un peu plus significatives, mais qui restent quand même, c'est 5, je ne sais plus, 4-5 occurrences dans le texte, c'est chez Albert Séchehet, hein, qui est l'un des éditeurs du cours de linguistique générale, avec Bally, comme vous savez, et qui en fait est influencé par la théorie de Wundt des mouvements expressifs, qui est une théorie très importante à l'époque, et qu'il cite d'ailleurs et qu'il commente, qu'il critique hein, dans son livre « Programme et méthode de la linguistique théorique ». Et dans cet essai sur la structure logique de la phrase, on a plusieurs occurrences de mouvements de pensée pour parler du rapport sujet-prédicat. Bon. Mais c'est très loin de ce que dit Guillaume, mais ça reste très anecdotique finalement. Alors, maintenant, mouvement de pensée, quand on va chercher vraiment... là, j'ai pris Sketch Engine, mais j'aurais pu prendre n'importe quel corpus. C'était juste pour voir quel est le sens le plus usuel. Bah, c'est plutôt le mouvement de pensée au sens d'un courant de pensée. Hein. Et le mouvement de pensée au sens guillaumien d'une opération cognitive, ça, c'est quand même très rare. Et on peut considérer sans trop se tromper, que c'est vraiment une signature guillaumienne, là aussi comme le tenseur, hein, mouvement de pensée, c'est vraiment une expression. Ça, c'est quand même un des buts, un des résultats de ma démonstration, c'est quand même une expression très guillaumienne, hein, typiquement guillaumienne, mouvement de pensée. Donc, mouvement de pensée, 188 occurrences dans l'ensemble de l'œuvre, et opération de pensée, 232. Donc, vous voyez, opération est encore plus courant. Mais on va essayer de voir un peu pourquoi et qu'est-ce qui les sépare. Alors, je vous disais que cette notion de mouvement de pensée apparaît, et vraiment, c'est le livre dans lequel l'expression apparaît le plus, dans le problème de l'article et sa solution dans la langue française. Voici quelques exemples d'utilisation. Donc là, on a donc l'idée
des mouvements de pensée de l'article, hein, dont Olivier Soutet a aussi parlé, hein, le mouvement de particularisation et le mouvement de généralisation. Hein. L'article français opère ce mouvement. Vous voyez, donc ici, c'est pas encore, c'est pas encore le tenseur binaire hein, à l'époque du problème de l'article, c'est le mouvement d'actualisation en fait. Hein. Le nom français objective l'idée dans l'esprit. Il faut réagir contre la direction naturelle du nom et le ramener par un signe vers les horizons moins lointains jusqu'à l'objet qu'il doit désigner. Donc c'est l'idée du passage du nom en puissance vers la désignation d'une réalité particulière. Et il y a donc cette phrase, l'article français opère ce mouvement, donc ce mouvement de pensée. Là, dans cette dernière citation de cette diapositive, il y a cette idée que il y a toute une réflexion qui vient de Bergson aussi, là, à mon avis, hein, sur l'idée qu'est-ce que ça veut dire que le langage soit intelligent. Le langage est intelligent quand c'est un langage qui utilise le langage en quelque sorte. Bon. Et donc, la pensée dont il reproduit les mouvements. Bon, on a toutes sortes d'autres exemples, mais je vais peut-être abréger parce que je pense qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Vous voyez, il y a beaucoup de choses sur les prépositions, sur le mouvement de pensée auquel correspondent les prépositions. Ça, c'est très très courant chez Guillaume. Pour Guillaume, une préposition comme à, de, pour, etc., c'est un mouvement de pensée qui va avoir des conséquences sur l'utilisation de l'article ou pas, sur l'utilisation de tel, enfin, même dans le système verbal, d'un temps, d'un mode, etc. Bon, voilà, il y a des choses très... Là, j'ai pris cet exemple parce que il y a une façon de décomposer là, le mouvement de pensée. Vous voyez, il réfléchit sur un dé, hein, l'emploi en français de un dé, au sens de un dolé. Donc, ça note un mouvement de pensée dont voici l'analyse. Donc, vous voyez, cette espèce de personnalisation là, de la pensée. La pensée embrasse tout d'abord tout un ensemble de choses, puis comme cette vue est trop large, elle passe à une vue plus étroite. Ainsi, il existe successivement dans l'esprit une première vue, une deuxième vue. Vous voyez, il y a vraiment un mouvement qui est illustré ensuite par un exemple, une des rues de la capitale. On pense d'abord les rues de la capitale comme ensemble, puis le contexte se référant à une seule rue, on est conduit à rejeter au nom de l'article 2 la vision générale du second plan. Donc, il y a vraiment l'idée qu'on a des opérations cognitives qui permettent de rendre compte, au fond, du signifié d'un certain nombre d'expressions linguistiques. Quand on essaie de regarder un peu la typologie où est-ce qu'apparaît mouvement, vous voyez, il y a toutes sortes de cas. Bon, il y a bien sûr les mouvements, c'est ce qui est le plus fréquent, les mouvements de particularisation-généralisation, ça, la majorité des occurrences apparaissent pour parler de ce mouvement-là, du tenseur binaire, hein, et au sujet de différents systèmes, de l'article, du nombre, de la personne, du mot, etc. Ensuite, il y a les mouvements constitutifs des prépositions, j'en ai parlé, les mouvements dans la chronogénèse, hein, les représentations de temps, d'aspect, de mode. Il y a aussi plus ponctuellement des mouvements logiques, par exemple ici le mouvement de la condition à la conséquence, hein, un mouvement de pensée qui va de la condition à la conséquence. Il y a le mouvement constitutif des sémantèmes et des systèmes, les mouvements d'expressivité, et alors quelque chose d'un peu particulier qui est un apax, je crois, le mouvement métalinguistique, hein, le mouvement de pensée qui consiste à rentrer en soi-même pour se rendre compte de ce que c'est qu'une langue dont on a la possession héréditaire, ce qui est le cas de la langue maternelle. Hein. Donc, n'est pas un mouvement naturel à l'esprit humain. Hein. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, de très important, mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, je conclus sur est-ce qu'il y a une théorie spontanée des mouvements de pensée. Alors, quand on regarde mouvement et construction, vous voyez, on voit bien qu'il y a mouvement de la pensée, mais il n'y a jamais construction de la pensée. Ça on ne se trouve pas chez Guillaume. Et puis, il y a construction de la langue, mais on ne trouve jamais le mouvement de la langue. D'ailleurs, le mouvement n'est jamais employé pour la diachronie chez Guillaume. Ça va être plutôt successivité, hein, pour la diachronie.
Construction, je l'ai dit déjà, donc je ne vais pas répéter, hein, ça se stabilise vers 45. Et puis il y a toujours deux aspects dans construction, l'aspect processuel, hein, le processus de construction, et l'aspect résultatif, le résultat de la construction. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très important dans la perspective guillaumienne. Et puis donc il y a la construction se divise en deux types de temporalité, glossogénique et praxéologique. Bon, je passe, on n'a pas besoin forcément d'entrer dans tous ces détails. Et puis, mouvement de pensée en particulier, ça apparaît dès le début, il n'y a pas de dimension résultative comme dans le cadre de construction, et puis ça concerne plutôt les éléments des systèmes ou des propriétés structurelles, mais pas les systèmes eux-mêmes, c'est-à-dire il n'y a pas la construction. On ne va pas avoir, par exemple, le mouvement du système de l'article. On va avoir la construction du système de l'article, mais jamais le mouvement du système de l'article. Bien. Ensuite, mouvement de pensée et opération de pensée. Alors, c'est quand même, là, c'est un peu plus difficile de faire la part des choses, très souvent équivalent, mais il y a quand même deux choses. Bon, d'une part, l'équivalence est très nette lorsqu'il est question de particularisation, généralisation ou la chronogénèse. Alors là, on trouve vraiment indifféremment mouvement de particularisation, opération de particularisation. Sauf que opération apparaît plus tard, hein, pas du tout dans le problème de l'article. Mais en revanche, il y a toutes sortes de situations dans lesquelles on ne trouve jamais opération. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure des mouvements constitutifs des prépositions. Mouvement de pensée de la préposition, on n'aura jamais opération de pensée de la préposition X, il n'y a pas d'opération logique, etc. Hein. Il y a toutes sortes de cas quand même où on peut avoir mouvement mais pas opération. Donc ça veut dire que opération est réservée à certains mouvements de pensée. Hein. Quand on parle d'opération de pensée, hein, bien sûr, pas d'opération en général, mais opération de pensée est réservée à certains mouvements de pensée vraiment les plus généraux. Et puis évidemment, ce qui fait la différence entre, mais ça c'est un peu intuitivement, on le sent bien, entre opération de pensée et mouvement de pensée, c'est que dans opération de pensée, il n'y a on ne perçoit pas la dimension de corporéité du mouvement, alors que dans mouvement de pensée, il y a cette idée d'un mouvement du corps peut-être, hein, d'un mouvement qui, comme je le disais au début, va au-delà d'une simple opération, d'un simple processus, voire d'un déplacement dans l'espace. Alors, ces différences, qu'est-ce que ça montre? Est-ce qu'il y a une sorte de théorie spontanée sur ce que c'est qu'un mouvement, une construction, une opération? Oui, j'aurais tendance à penser que oui, mais alors, là, pour aller plus loin, il faudrait approfondir la position de cette théorisation spontanée dans ce que j'appelle ici l'espace du métalinguistique. On peut, sur la question du sentiment linguistique, on peut raffiner un peu. Pour moi, c'est très important cette idée de voir quelle est notre intuition au sujet de la langue. Hein, et donc, on peut distinguer sentiment linguistique, sentiment de la langue, de la connaissance linguistique qui est plus ou moins grande. Et cette question chez les linguistes qui font un peu de théorie, il y a toujours la théorie explicite, mais il y a aussi la théorie spontanée. Et souvent, les choses intéressantes sont dans la théorie spontanée. Voilà, merci de votre attention.